Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts de l'actualité de la semaine à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec à mes côtés Thibaut Nogue. Bonjour Thibaut. Bonjour Oriane. Et notre invité cette semaine est Aurore Berger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Et dans l'actualité, cette semaine, il y a d'abord ces nouvelles annonces du gouvernement sur la fiscalité écologique. L'exécutif a défendu 4 mesures censées répondre à la grogne des automobilistes. Confrontés à la hausse du prix des carburants, l'opposition les juge insuffisantes. Nous reviendrons aussi sur le budget de l'éducation nationale adopté mardi par l'Assemblée. Un budget en hausse, mais qui prévoit d'importantes suppressions de postes dans le secondaire. Les enseignants se sont mobilisés lundi pour les dénoncer. Pendant ce temps, le Sénat se penchait lui cette semaine sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, déjà voté à l'Assemblée. La Chambre haute a notamment voté mardi l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Enfin, un rappel à l'ordre, celui du président de l'Assemblée nationale envers les députés. Il ne veut plus de chahuts et de cris, notamment pendant les questions au gouvernement. L'image de l'Assemblée est en jeu, affirme-t-il. Et on commence cette semaine avec la colère contre la hausse des prix du carburant qui s'est fait entendre jusqu'au Parlement. Les parlementaires de l'opposition ont profité des questions d'actualité pour interpeller le gouvernement sur le sujet et pour tenter de calmer la colère, le Premier ministre a fait des annonces mercredi matin, détaillées par le ministre de la Transition écologique François de Rugy. C'était mercredi après-midi lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. On l'écoute. 1. Le chèque énergie qui va toucher plus de monde. Nous arrivons à près de 6 millions de bénéficiaires au lieu de 3,6 et une augmentation moyenne de 50 € dès le début de l'année 2019. La prime à la conversion pour les voitures, nous proposons de la doubler pour les ménages les plus modestes qui sont ce qu'on appelle les gros rouleurs, ceux qui font plus de 30 km entre leur domicile et leur lieu de travail. Et puis, nous aurons également l'indemnité kilométrique qui, pour les petites voitures, là aussi, gros rouleurs qui ont des petites voitures, on ne va pas évidemment revaloriser l'indemnité kilométrique pour les grosses voitures, elle sera revalorisée pour les voitures de moins de 4 chevaux de puissance fiscale. Et enfin, il n'y aura ni impôt ni cotisation sociale sur les aides qui sont versées par des collectivités locales ou par des employeurs pour les transports en commun, le covoiturage ou également les autres modes de transport. Alors, Berger, on le voit, le gouvernement essaie de corriger le tir. C'est la semaine des mea culpa d'ailleurs. Est-ce que l'exécutif n'a pas fait une erreur finalement en n'anticipant pas cette grogne sur la hausse des prix du carburant? Est-ce que ces mesures n'arrivent pas trop tard? Je pense que l'exécutif a raison de tenir bon. Parce que l'erreur, ce serait de renoncer à enfin avoir une fiscalité environnementale qui va permettre durablement de changer les comportements. Parce que sinon, on va continuer à avoir une dette écologique, en fait, et qu'on va reporter de génération en génération. Et ce qui est quand même assez amusant de la part des différentes oppositions qui sont coalisées autour de ce sujet et autour d'une grogne qu'ils essayent de faire monter dans le pays sur la hausse des carburants, c'est que ceux qui hier ont voté la taxe carbone aujourd'hui voudraient évidemment qu'elle soit supprimée. Ceux qui hier plaidaient dans le programme de leur candidat à la présidentielle pour plus de responsabilité écologique, là on voudrait moins. Donc nous, on tient bon sur cet enjeu écologique et on accompagne les Français dans cette transition avec les annonces qui ont été détaillées. Alors ce que disent les oppositions et aussi une partie des Français, c'est qu'ils expriment aussi un doute, c'est que finalement cet acte n'aille pas vraiment au budget de l'écologie. Et c'est ce que disent notamment les rapporteurs du budget des deux chambres, qui montrent qu'une grande partie du fruit de ces taxes va au budget de l'État. Mais le budget de l'État, c'est le budget de l'ensemble des Français qui permet la solidarité nationale. Mais ce n'est pas fléché vers la transition écologique. Vous savez bien qu'il n'y a pas des taxes affectées systématiquement sur ces questions-là. Mais l'idée d'avoir une fiscalité environnementale, c'est de permettre de changer les comportements, c'est-à-dire de flécher vers des comportements qui sont plus vertueux, en fait. Et on sait bien, évidemment, que le diesel est beaucoup plus polluant et a des effets sur notre santé, qu'un certain nombre de Français qui meurent chaque année à cause de ces questions-là, et donc le plus fléché vers l'essence, ou le fléché même vers des véhicules hybrides, ou vers des véhicules électriques. Et donc on le flèche à la fois par la fiscalité, mais aussi par de l'incitation, avec des primes à la conversion qui ont été notamment élargies.
Alors justement, puisque vous parlez de cette prime à la conversion énergie, élargie 4 000 €, mais qui ne concerne que les 20% de Français les plus modestes. Qu'est-ce que vous dites du coup aux classes moyennes qui ne bénéficieront pas de cette prime, mais qui subissent la hausse des prix du carburant? Déjà, on a 2 000 € pour l'ensemble des foyers. Là, c'est pas soumis au niveau de revenus, et on a jusqu'à 2 000 € supplémentaires pour les foyers les plus modestes. Ça va même un peu plus loin, puisque quand vous avez un véhicule électrique, ce sera jusqu'à 6 000 €. Donc, on est vraiment dans un accompagnement vers ce qu'il y a de plus vertueux. Donc vous voyez bien que 2 000 €, c'est déjà un engagement qui est fort. On ne pensait pas qu'il y aurait un tel succès d'ailleurs. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les Français s'en sont emparés. On aurait pu avoir finalement peu de Français qui auraient eu la possibilité ou la volonté de changer de véhicule. On voit qu'il y a déjà 280 000 ménages qui ont eu accès. Donc on espère et on estime qu'on aura 1 million de foyers qui auront changé de véhicule dans les 5 prochaines années et qui auront bénéficié de la prime. Alors Emmanuel Macron dit qu'il préfère taxer la pollution plutôt que le travail, c'est ça sa philosophie. Mais quand on taxe des gens qui prennent leur voiture pour aller travailler, est-ce que finalement on ne taxe pas aussi le travail ? Vous savez, moi c'est mon cas. J'habite dans le sud des Yvelines. Si je pouvais me passer de prendre ma voiture, je le ferais beaucoup plus volontiers. Et donc ça, c'est aussi allié à tout ce qu'on va faire, notamment, je pense à la loi mobilité qui va arriver. Je pense à la réforme de la SNCF qui a été votée il y a quelques mois à peine. C'est un ensemble qui est cohérent. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que les gens aient d'autres choix et d'une solution alternative au fait de prendre leur véhicule. Et souvent dans nos territoires ruraux, les gens n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule. Raison pour laquelle là, il y a un accompagnement spécifique qui est fait. C'est ce qui était dit par François de Rugy. Pour ceux qui roulent beaucoup, donc 60 km par jour environ, 30 allées, 30 retours, où là vous avez un accompagnement spécifique. Pareil sur l'indemnité kilométrique et surtout investissement sans précédent sur les trains du quotidien. Typiquement, nous en Ile-de-France, ça va nous changer la vie. Je pense que beaucoup de Franciliens préféreraient, par sécurité, par risque de fatigue sur la route, par coût aussi, et par sensibilité écologique, avoir d'autres choix que celui de la voiture, c'était pas toujours le cas. Alors, une étude a montré que 47% des Français utilisent la prime à la conversion pour acheter des véhicules diesel, 46% des véhicules à essence, et ils sont seulement 7% à acheter des véhicules électriques. Alors, faut-il revoir les critères de la prime à la conversion? Nous avons posé la question à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Écoutez sa réponse. Il me semble très important, si cela est vraiment possible aujourd'hui, de revoir les critères effectivement qui font que les gens bénéficient de cette prime à la conversion, car l'objectif c'est d'aller vers des véhicules hybrides ou électriques, en tous les cas plus propres, et le diesel doit clairement disparaître aujourd'hui de nos acteurs routiers. Alors, faut-il mieux flécher finalement cette prime à la conversion uniquement vers les véhicules électriques ou hybrides? Je pense qu'il faut le faire de manière progressive. Quand vous avez un véhicule qui a plus de 15 ans et qui est diesel et que vous le changez pour un véhicule qui est sorti en 2018 et qui est diesel, vous savez bien que vous n'avez pas non plus le même véhicule et la même pollution. Donc l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers des véhicules les moins polluants possibles. Donc un diesel récent, puis essence, puis ensuite hybride, puis électrique. Et il faut aussi que ce soit accessible à l'ensemble des Français. Moi, c'est un appel aussi qu'il faut lancer aux constructeurs. Dire, on a besoin d'avoir plus de choix et pour plus de budget. J'ai encore regardé hier dans les véhicules hybrides notamment. On a une palette de choix qui commence à s'élargir, mais j'aimerais que les constructeurs accélèrent dans ces choix-là et aussi sur l'électrique qui est aujourd'hui encore très cher. Un dernier mot sur ce sujet de l'écologie, il est donné comme la priorité désormais des Français par un certain nombre d'études. Est-ce que vous pensez que ce thème pourrait être la clé des prochaines élections européennes ? Je pense qu'en tout cas, la question écologique, ça c'est un enjeu que l'ensemble des pays de l'Union européenne doit pouvoir adresser. C'est-à-dire parfois on se demande à quoi ça sert l'Union européenne. La question écologique, elle doit pouvoir être au cœur des politiques communes que l'on a au sein de l'Union européenne. Parce que si la France met en place des politiques ambitieuses, notamment comme on est en train de le faire sur la fiscalité environnementale, l'accompagnement à la transition, et que nos pays voisins ne jouent pas le jeu, eh bien il y aura un décalage. Donc là, à mon avis, on doit pouvoir avoir une politique commune, on doit pouvoir aussi faire émerger des champions européens qui travaillent sur ces enjeux de recherche et développement. Allez, on en vient à notre deuxième thème, le budget de l'éducation nationale. C'est un budget qui peut sembler paradoxal. Plus d'argent, mais moins de postes d'enseignants. Priorité au primaire, mais moins de professeurs dans le secondaire. Des choix que le gouvernement défend, mais qui sont mal compris par les enseignants. Le ministre les a défendus dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale mardi, au lendemain d'une journée de mobilisation. Le résumé est signé Clément Méric.
Il faut remonter à 2011 pour voir une telle image. Tous les syndicats rassemblés sous une seule bannière et un même mot d'ordre, non aux suppressions de postes dans l'éducation nationale. C'est pas pour nous qu'on fait grève, c'est pour les élèves. Les élèves, ils ont besoin d'être encadrés, accompagnés au maximum. Je le vois, ça m'est arrivé de faire cours des fois avec des classes où il y avait 4, 5 élèves de moins dans la classe et on sent tout de suite la différence. C'est pourtant un budget en hausse que les députés ont adopté cette semaine. 52,3 milliards d'euros, soit 800 millions de plus qu'en 2018. Mais les effectifs, eux, vont diminuer. Les 1800 créations de postes dans le primaire ne compenseront pas les 2650 suppressions dans le secondaire. Les enseignants vous l'ont redit hier, on ne peut pas supprimer 2650 postes dans le secondaire lorsqu'on attend 38 000 élèves supplémentaires sans prendre le risque d'affaiblir les objectifs d'éducation que nous aimerions tous partager. Pour atténuer l'effet des suppressions de postes, Jean-Michel Blanquer mise sur les heures supplémentaires qu'il présente aussi comme une mesure de pouvoir d'achat. Mais l'opposition le met en garde. Les enseignants ne demandent pas des heures supplémentaires, mais plutôt des moyens humains supplémentaires. Les enseignants assurent déjà 2 heures supplémentaires hebdomadaires. La charge de travail ne pourra pas éternellement augmenter. Le ministre, lui, insiste sur la priorité donnée au dédoublement des classes de CP et CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaires. Nous sommes en train de mettre le paquet sur l'enseignement primaire. Bien entendu, nous ne diminuons pas non plus le budget de l'enseignement secondaire, ne soyons pas caricaturaux, nous faisons simplement une augmentation moins forte. Ce qu'il faut quand même rappeler en conclusion, c'est que ce budget augmente, plus 1,7%, c'est évidemment une augmentation, et simplement c'est un budget qui fait des choix, et qui n'est pas un budget qui consiste simplement à faire pleuvoir les moyens de façon indistincte. Des choix assumés qui mettent l'accent sur l'apprentissage des fondamentaux que sont la lecture, l'écriture et le calcul. Alors, Aurore Berger, que répondez-vous à l'inquiétude des enseignants exprimée lundi dernier ? Je réponds en effet que le budget est évidemment en hausse. Je réponds aussi qu'il ne faut pas regarder tout cela de manière démesurée. C'est-à-dire les efforts qu'on demande à l'éducation nationale, comme on les demande à n'importe quelle administration aujourd'hui, c'est 0,2% des effectifs. 0,2% des effectifs. La masse salariale, le nombre de personnels au sein de l'éducation nationale, c'est la moitié du personnel de l'ensemble des ministères dans notre pays. Donc vous voyez bien que l'effort qui est demandé est un effort qui est extrêmement marginal et qui ne vient pas en plus limiter les moyens, puisque les moyens, eux, continuent à augmenter. Alors, sur le primaire, mais sur le secondaire, vous supprimez des postes, alors que les effectifs vont croître dans les années à venir, plus 40 000 élèves à chaque rentrée. Est-ce qu'on va avoir des classes surchargées et donc des élèves qui apprennent moins bien ? Non, il n'y a pas de risque honnêtement de classes surchargées. On estime à peu près que le volume d'élèves supplémentaires qu'on va avoir, parce que la démographie change tout simplement, c'est environ dans chaque collège un élève en plus toutes les 3 ou 4 classes. C'est ça l'effectif supplémentaire. Donc ça reste quand même extrêmement limité et ça ne justifiait pas qu'on maintienne le même niveau d'enseignants ou qu'on l'augmente. C'est des choix qui sont faits et des choix qu'on assume. On assume de dire qu'il faut réformer l'ensemble des champs de l'éducation nationale. Ça va de l'école maternelle qui va devenir enfin une véritable école, l'apprentissage du langage notamment, l'école primaire avec le paquet en effet sur les savoirs fondamentaux parce qu'on l'a un peu trop oublié ces derniers temps. Il y a eu un excès d'idéologie à l'école et dans la manière avec laquelle les ministres de l'Éducation nationale abordaient leurs fonctions. Et là, avec Jean-Michel Blanquer, on a un ministre qui est orienté vers les résultats et les résultats de nos élèves. Alors, on a entendu Jean-Michel Blanquer dire que ces suppressions de postes dans le secondaire seront notamment compensées par des hausses des heures supplémentaires. Certains enseignants affirment ne pas pouvoir en faire plus, ou ne pas vouloir pour certains en faire plus. Est-ce que vous assumez de leur dire qu'ils vont devoir faire des efforts ? L'effort qu'on demande, c'est encore une fois un effort qui est mesuré, c'est-à-dire c'est 1 à 2 heures supplémentaires et ça dépend encore une fois des effectifs qui existeront dans les différents établissements scolaires. C'est aussi un pouvoir d'achat supplémentaire qui est rendu aux enseignants et ça c'est quand même extrêmement important. On a besoin de mieux rémunérer les enseignants. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pour les enseignants dans les zones d'éducation prioritaire, dans les REP et les REP+. On a mis le paquet dans ces établissements-là en dédoublant les classes en CP et CE1, alors que tout le monde nous disait que c'était impossible et qu'objectivement aujourd'hui tout le monde se félicite, que ce soit les associations parents d'élèves, familiales, les enseignants et puis même les enfants quand on leur demande. Et en plus, là, on va mieux rémunérer les enseignants. Alors, le budget de l'éducation nationale, globalement, est donc en hausse de 800 millions. En même temps, il y aura moins d'enseignants. Donc, où vont aller les moyens ? Encore une fois, déjà, il y a plus d'enseignants en primaire.
Ça a été rappelé dans votre sujet. Il y en a un peu moins sur l'enseignement secondaire. Et puis c'est ensuite plus de moyens sur la manière avec laquelle les apprentissages pourront être mis en place. Quand on parle de mieux rémunérer les enseignants, c'est plus de moyens pour les rémunérer. Quand on parle d'heures supplémentaires, c'est plus de moyens pour rémunérer les enseignants. Quand on met en place le dispositif devoir fait, c'est plus de moyens. C'est aussi plus de moyens et de soutien aux collectivités locales. C'est le plan mercredi qui a été mis en place et il faut évidemment accompagner les collectivités locales pour le faire, pour que toute la charge ne repose pas sur elles. Et je pense que c'est un effort partagé qui est demandé. Alors, au menu de la séance au Sénat cette semaine, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Sénat a donné son feu vert à des mesures voulues par le gouvernement, comme l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Il a en revanche imprimé sa marque sur d'autres sujets, notamment la défense des retraités. Marie Brémouf. C'est sous de bons auspices que la majorité de droite et du centre au Sénat a accueilli le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2019. Avec en premier lieu l'exonération des cotisations sur les heures supplémentaires pour les salariés du privé comme du public, censé améliorer le pouvoir d'achat. Autre point clé adopté après quelques modifications, la transformation du crédit impôt compétitivité emploi en réduction de cotisations sociales pour les employeurs. Un dispositif favorable aux entreprises. Mais le Sénat a aussi marqué plus clairement le texte de son empreinte, en votant notamment la hausse de 40% de la contribution exceptionnelle des mutuelles pour l'année 2019. Cette hausse représente un coût de plus d'1 milliard d'euros pour les complémentaires, insoutenable pour le gouvernement, mais la Haute Assemblée persiste et signe. Quand on sait aussi qu'il y a 20 à 25% suivant le cas de frais de gestion, moi j'en appelle, c'est one shot quand même la proposition que nous faisons, j'en appelle effectivement à l'engagement citoyen responsable de ces organismes. Mais ce que l'on retient de l'examen de ce texte, ce sont les nombreux dossiers liés plus spécifiquement au territoire et sur lesquels les sénateurs sont montés au créneau, sur l'exonération des travailleurs saisonniers, l'embauche des pompiers volontaires ou encore la taxation du rhum, à la clé de véritables passes d'armes. La France a protégé sa production viticole, son vin, et l'a taxé très faiblement, pour des raisons que l'on comprend, et j'ai du respect pour cette profession. La France, c'est le vin, nous, dans nos pays, c'est le rhum. Le vote solennel sur l'ensemble du texte aura lieu mardi prochain. Alors, Aurore Berger, le Sénat a donc voté l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires. La mesure coûtera à peu près 2 milliards en année pleine. En 2017, une étude de l'Observatoire français de la conjoncture économique estimait qu'une telle mesure pourrait supprimer 19 000 emplois à l'horizon 2022. Est-ce que c'est de l'argent bien dépensé ? Oui, c'est de l'argent bien dépensé et ça rejoint le tout premier sujet qu'on avait évoqué ensemble, c'est-à-dire arrêter de taxer le travail et en effet faire le choix de taxer plus la pollution. Donc c'est une politique qui est cohérente. Il faut mieux rémunérer ceux qui travaillent dans notre pays. Ça, c'est un choix de pouvoir d'achat qu'on a fait et je pense qu'honnêtement, c'était une mauvaise idée de la part de François Hollande de revenir sur cette mesure qui avait été prise à l'époque par Nicolas Sarkozy dans une logique de balayer tout ce qu'avait fait son prédécesseur. C'était une mesure qui était importante pour les Français et c'est un gain de pouvoir d'achat pour eux. Alors, le Sénat a été très actif sur la défense des retraités. Il est notamment revenu sur le quasi-gel des pensions de retraite. Il veut rétablir l'indexation des pensions sur l'inflation. Est-ce que les sénateurs n'ont pas raison quand ils disent que le gouvernement fait peser trop d'efforts sur les retraités ? Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir aussi la cohérence des propositions, des projets, etc. Hier soir, j'étais en séance à l'Assemblée nationale et j'entendais systématiquement nos collègues LR dire qu'il fallait absolument avoir une ligne ferme en matière d'économie budgétaire et ne pas continuer à aller vers une forme de gabegie. Et dans le même temps, ils ne cessent de proposer des mesures dont on sait qu'elles ont un coût majeur pour l'État. Donc à un moment, il y a une question de cohérence. Ce qu'on dit aux retraités, c'est déjà, il n'y a pas eu de gel des pensions. Il y a eu une augmentation des pensions de plus 0,3%, ce qui est un engagement fort. Et très loin de l'inflation.
qui est en deçà de l'inflation, je ne vais pas le nier, ce serait vous mentir que de le nier. Par contre, on ne peut pas dire qu'il y a eu un gel. Il y a quand même une augmentation qui a été faite des retraites de plus 0,3%, ce qui n'est pas rien et ce qui a un coût quand même pour le budget de l'État, donc pour le budget de l'ensemble des Français. Et ensuite, il y a des mesures d'accompagnement importantes pour les personnes les plus fragiles. Ça aussi, c'est des choix politiques. Comme vous le disiez sur l'éducation nationale, on fait des choix et on les assume. Et le choix, c'est de dire il faut plus accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est une augmentation très importante du minimum vieillesse notamment. Et puis c'est des engagements dans le PLFSS qui sont importants, qu'on avait voté déjà à l'Assemblée nationale. Je pense au reste à charge zéro. C'est majeur. C'est probablement la plus grande réforme sociale qu'on pourra faire dans ce quinquennat, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun Français qui renonce à se soigner. Je pense qu'on est tous, en tant que députés ou sénateurs, on reçoit des Français qui nous disent « je n'ai pas les moyens d'avoir des lunettes, je n'ai pas les moyens d'avoir une prothèse auditive ou dentaire ». Là, ils n'auront plus à renoncer. Mais vous savez que ça suscite des inquiétudes, notamment sur le prix des complémentaires. Est-ce que vous pouvez garantir aux Français que le prix de leurs complémentaires n'augmentera pas? Oui, c'est un engagement très clair qui a été pris devant le président de la République par notamment les mutuelles pour qu'il n'y ait pas d'augmentation du prix des complémentaires. Donc c'est un engagement très clair et très ferme qui a été pris. On met en place un observatoire des prix pour vérifier l'application de cette mesure. Donc il y aura une grande vigilance, ça a été rappelé aussi par Agnès Buzyn, évidemment la ministre. Et nous-mêmes, en tant que parlementaires, on est en charge de l'évaluation de la loi. Et donc je peux vous dire que là, on va être très vigilants. Alors, dernier point, le Sénat, droite et gauche unanime, est revenu mercredi sur la suppression de l'exonération des cotisations pour l'emploi des travailleurs saisonniers, votée à la majorité à l'Assemblée. Le gouvernement ne devrait-il pas renoncer à cette mesure qui est dénoncée par les agriculteurs ? On avait beaucoup avancé déjà à l'Assemblée nationale parce que nous avions permis, sur ce qu'on a appelé le TODE, honnêtement, d'avoir quelque chose qui était un véritable équilibre pour les différents territoires. Et je pense notamment aux arboriculteurs, aux viticulteurs qui étaient les premiers concernés par ce type de mesures. Je trouve que l'équilibre qu'on a eu à l'Assemblée nationale est un équilibre qui est très satisfaisant pour nos territoires et qui est aussi très satisfaisant pour le budget de l'État. Et moi, je pense aux deux et je pense qu'honnêtement, le compromis de l'Assemblée est acceptable. Et juste, vous n'allez rien retenir des mesures votées par le Sénat, puisque le PLFSS va revenir à l'Assemblée dans les prochains jours? Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait rien qui puisse être retenu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur des mesures aussi importantes et le cap qui a été fait notamment sur la question des retraites, c'est sûr qu'évidemment là, on va pas y revenir. Après, dans le détail, oui, il y a des choses qu'il faut faire. Il y avait un sujet sur la question de l'outre-mer. C'est un débat qu'on a eu par exemple sur certaines taxations pour l'outre-mer. Et je pense que là, il y a des avancées qui ont eu au Sénat et qu'on pourra reprendre à l'Assemblée. Allez, on en vient à notre dernier thème, ce rappel à l'ordre des députés sur leur comportement dans l'hémicycle. De la bienséance pendant les séances, c'est le message du président de l'Assemblée nationale à ses troupes, le président qui a écrit aux députés cette semaine pour leur dire qu'il sévirait désormais en cas de non-respect du règlement. À l'origine de ce rappel à l'ordre, les cris d'un député pendant une séance de questions au gouvernement il y a 2 semaines. Mathieu Desmoulins. Laissez le ministre s'exprimer. C'était il y a 2 semaines dans l'hémicycle. Je vous demande d'inscrire cela au procès-verbal. Cela fait plusieurs fois que je vous demande d'écouter les orateurs, quels qu'ils soient. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, entre dans une colère noire contre un député Les Républicains un peu bruyant. Dans un courrier adressé aux 577 députés, il promet de serrer la vis et impose la discipline. Il n'est pas tolérable, notamment que certains troublent l'intervention d'un orateur au point qu'ils doivent s'interrompre, n'écoutent pas les réponses des ministres ou préfèrent s'asseoir sur les marches de la salle des séances plutôt qu'à leur siège. Le règlement de l'Assemblée prévoit des sanctions pour les comportements qui troublent l'ordre de la séance ou violent ses dispositions. Je vous informe que j'entends désormais appliquer ces sanctions chaque fois que les circonstances l'exigeront. Dans son viseur, notamment, les coups d'éclat de certains députés d'opposition sur la baisse des APL, le port d'un maillot pour défendre le football associatif, ou encore les pancartes brandies lors du départ de Manuel Valls. Le recadrage est salué évidemment par la majorité. Nous avons un grand président de l'Assemblée nationale. Mais aussi par des députés parfois adeptes des coups d'éclat en séance. Ça ne me gêne absolument pas. Et c'est normal parce que les Français nous regardent. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on soit seulement visé. Moi j'avais l'impression que c'était plus global que ça et je trouve qu'il manquait, je vous dis, la manière dont le gouvernement réagit et répond qui est souvent très méprisante envers l'Assemblée nationale. Selon la gravité des faits, les sanctions pour manquement au règlement peuvent aller du simple rappel à l'ordre
à une exclusion temporaire de l'Assemblée avec retenue sur indemnité. Alors Aurore Berger, ce rappel à l'ordre est-il le bienvenu? On a quand même un peu l'impression que c'est les députés d'opposition qui sont visés. Il n'y a pas une volonté de museler le débat? Je ne suis pas certaine qu'il y ait un vrai débat quand on est au point de ne plus entendre ce que disent les orateurs. Parfois, on s'en rend pas compte quand on est téléspectateur par rapport à la manière simplement avec laquelle le son est pris en compte dans l'hémicycle. Moi, je peux vous dire qu'étant dans l'hémicycle, il y a un certain nombre de moments où je n'entends plus mes collègues qui s'expriment, je n'entends pas le gouvernement qui s'exprime, et mes collègues, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent, c'est-à-dire qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, on arrive à des moments où c'est absolument inaudible. Et donc, quelle est la qualité du débat quand on n'entend ni les questions, ni les réponses? Je pense qu'à un moment, on est quand même responsable, on doit l'être en tout cas de l'image qu'on renvoie à l'extérieur. Et je suis pas certaine que les Français soient très fiers de leurs parlementaires quand ils voient ce genre de spectacle. Alors Richard Ferrand rappelle qu'il est aussi interdit de téléphoner, de filmer ou de photographier à l'intérieur de l'hémicycle. Vous respectez cette règle? Il m'est déjà arrivé de photographier notamment des résultats de scrutin public, pour être honnête. Téléphoner, non, je me permettrai pas de téléphoner dans l'hémicycle. Mais non, mais ça peut faire sourire et je pense juste qu'à un moment, on a un président de l'Assemblée nationale qui veut faire en sorte que cette institution soit respectée. Pour qu'elle le soit, il faut aussi qu'elle soit respectable dans la manière avec laquelle les débats sont organisés. Merci beaucoup. Merci Aurore Berger d'avoir été avec nous cette semaine. Merci Thibault. Merci, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités parlementaires.